Mythes et complots avec Christian Page. Ah, Christian Page, comment allez-vous, vous? Ça va bien, Monsieur Dutrisac. Excellent. Oui, c'est bien, comme ça. Pourquoi tu ris de mon nom, là? Tu commences mal, là. Pas du tout. Non, parce que je sais que c'est un nom qu'on écorche souvent. Pas tant que ça. Non, Dutrisac, Dutrisac. Non, ça, c'est plus souvent. Ouais, c'est parce qu'il y a deux familles, qu'est-ce que tu veux, puis il y en a qui comprennent pas que un Z entre deux voyelles, ça fait Z. Puis un S entre deux voyelles, ça fait Z. Puis à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que tu veux, il prononce S quand c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Leur arracher les dents avec des pinces à cils? Ben non. Ouais. Le monde à 5 minutes de l'apocalypse, ça, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu un appendum, si je peux dire. Appendum, toi. Est-ce que c'est le mot du jour, appendum? Appendum. On n'en a pas. On fait, tu vois, appendum. Excellent. Merci beaucoup. OK. Appendum. La semaine dernière, pour ma première chronique de 2012, j'avais évoqué toute une série d'éléments où je commençais un peu de façon un peu humoristique. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de? Et il y avait une nouvelle qui est sortie. En fait, si elle aurait sorti la semaine dernière, on l'aurait retrouvée. Elle est sortie hier. On a ramené le pendule de l'apocalypse à minuit moins 5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pendule de l'apocalypse? Bon, ceux qui ont vu le film Watchmen, on l'a évoqué. C'est une sorte, faut bien comprendre, on n'est pas en présence ici d'une horloge sur un mur, là. C'est une horloge qui a été créée en 1947, une sorte d'image théorique, là, une idée théorique. Après la Deuxième Guerre mondiale. Donc surtout après les bombardements de l'arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, les scientifiques, on a créé une sorte d'association internationale des scientifiques travaillant dans le domaine atomique. Et puis, on a comme créé une sorte d'horloge théorique pour s'interroger un peu à quel point on était près d'un apocalypse nucléaire. Et donc, cette horloge-là, faut dire que depuis 1947, on l'a modifiée, on a altéré l'heure à 19 reprises. On a bougé l'aiguille. Donc, on se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche, dépendamment des tensions. Tu comprends? Donc, si on parle, par exemple, du blocus de Cuba en 1963 avec Kennedy, ben évidemment, on était plus proche du jour de l'apocalypse qu'on l'était lorsque Reagan, par exemple, a signé une entente avec les Soviétiques, là, avec de réduction d'armes nucléaires. Donc, on comprend cette horloge-là, donc, qui fluctue en fonction des ententes, en fonction des tensions internationales. Et puis, donc, en 2010, on avait placé cette horloge à minuit moins 6. Et puis là, donc ça allait bien. Ça allait plutôt bien. On était quand même à 6 minutes de l'apocalypse. Et puis là, donc, hier, on a décidé de le ramener à minuit moins 5. On a donc perdu une minute. Et en fait, la grande préoccupation des scientifiques qui travaillent dans ces domaines de l'armement atomique, c'est dans un premier temps, bien sûr, des problèmes climatiques. Parce qu'évidemment, ils ont des préoccupations à caractère environnemental, évidemment. Et ils se sont interrogés, on dit, bon, déjà, on a des problèmes climatiques, donc c'est déjà une préoccupation première. Et on sait que depuis l'éclatement, je dirais, de l'Union soviétique, là, on a toutes sortes de petites nations qui se sont formées, des nations qui sont en guerre les unes contre les autres, et on a perdu des ogives nucléaires. Donc, on a des mallettes comme ça qui se promènent un peu partout, et avec malheureusement du plutonium enrichi, ce qui permet. Est-ce qu'il y a autant de Maxime Bernier dans le monde? J'ai perdu ma mallette. Julie, j'ai perdu mon missile nucléaire. Je l'avais juste ici dans le pantalon. Oui, et donc ces armes, en fait, ces éléments qui sont, je dirais, le cœur même de l'armement nucléaire, c'est nuke, hein, c'est noyaux qui circulent comme ça. Ils circulent évidemment dans des pays qui sont excessivement instables, où il y a des tensions politiques. Et évidemment, on pourrait éventuellement retrouver l'une de ces armes entre les mains de groupes terroristes ou encore des armes entre des groupes, des factions qui décident de s'en prendre à leurs voisins. Et là, voilà des groupes que l'on ne craignait pas il y a quelques années parce qu'on les savait loin de l'armement atomique. Maintenant, avec ces bombes, en fait, littéralement ces bombes qui circulent sur le marché noir, on risque de voir réapparaître ces éléments. Et éventuellement, c'est cette préoccupation qui a fait qu'on a ramené cette horloge de l'apocalypse à minuit moins 5. Alors, tu vas chez McDo, tu laisses ta bombe nucléaire à côté, tu manges ton Big Mac, tu manges tes frites, tu les trempes dans le ketchup, tu revires de bord, là, elle est plus là. J'ai perdu ma bombe. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, tu retournes à la maison, tu te fais engueuler par ta femme. Où est ta bombe? Je ne sais pas, je t'ai mangé depuis. Voilà. C'est donc... un peu... Non, mais aussi dans
dans certaines parties de l'ancienne Union soviétique, on parlait beaucoup de toutes ces ogives nucléaires qui disparaissaient. Ouais, donc c'est ça. Après la chute du groupement, du régime communiste, on sait qu'il y a eu les gens qui travaillaient notamment dans les services secrets ou dans des services de renseignement importants, parce que bon, il n'y avait pas que le Kremlin, il y avait toutes sortes de factions, de groupements qui travaillaient en dessous de ça. Et donc, lorsque le communisme a littéralement s'est effondré, ces gens-là se sont retournés et ont dit, bon, ben, puisque le système communiste ne fonctionne pas, regardons le système capitaliste et comment faire des sous. Ah oui, c'est ça. Comment faire des sous. Et voilà la bonne solution. C'est quoi le proverbe? Si tu veux pas les combattre, joins-toi à eux. C'est ça. Donc, finalement, c'est ce qu'on fait. Bon, on s'arrête un instant. Merci pour cette excellente nouvelle. Donc, l'horloge de l'Apocalypse qui est à minuit moins 5. Espérons que ça va rester là pour les prochaines années. On revient avec Christian Page. L'après-midi avec Benoît Dutrisac au 98.5. De retour avec Christian Page. Bon, là, c'était l'Apocalypse. As-tu de meilleures nouvelles, Christian? Oui, en fait. Dubitatif, peut-être. Oui, dubitatif. Je te dirais que le 11 février prochain, je vais tenir ma première conférence en 17 ans à Montréal. Arrête donc. Ben oui. C'est l'anniversaire de ma conjointe, je peux-tu l'amener? Ben certain. Le 11 février, donc. Puis je vais la chercher après. Oui. Donc simplement, je faisais un peu un aparté là-dessus parce que je vais répondre aujourd'hui à certaines questions que des auditeurs m'ont envoyées, m'ont écrit. Donc, non, mais le 11, là, c'est où? Le 11 février. Donc voilà. Donc les gens m'écrivent puis ils me disent bon ben ça va être où est-ce que ça va se passer? Ça va se passer en fait au mess des soldats à la base militaire de Longue-Pointe au coin des rues Hochelaga et L'Angelier. Ça va se tenir le 11 février prochain. La soirée commence à 18h30 et pour tous les gens intéressés d'en savoir davantage sur cette activité, j'ai mis en onde en ligne en fait la semaine dernière un site christianpage.ca, donc Christian Page d'un seul mot en utilisant des lettres minuscules, donc christianpage.ca. On tape ça dans notre... Mais tu mettras sur la page de l'émission ici. OK, parfait. Donc, tu l'as pas fait encore? Non, ce n'est pas fait encore. Faut que je m'occupe de tout le monde. Larry... Docteur Dufresne, demandez à la réception. Docteur Dufresne, on mettra ça sur la page de l'émission avec tous les coordonnées. Et s'il y a des beignes à l'entrée. Oui, parfait. Le doigt du Yéti, oui, lequel? Bon. Donc la première, la semaine dernière, encore une fois, j'ai parlé de cette histoire du doigt du Yéti. On en a parlé un peu avec humour. Je rappelle un peu l'histoire. Dans les années 50, donc un groupe d'alpinistes qui avait été engagé pour essayer de retrouver ou de traquer le mystérieux Yéti, l'abominable homme des neiges du Tibet. Donc ces gens-là sont allés au Népal et dans un monastère à Pangboche, tout près de l'Everest d'ailleurs, ils ont trouvé, il y avait là une sorte de main fossile que les lamas tibétains tenaient un peu en vénération. Et puis un des membres de cette équipe a volé un doigt qu'il a ramené en Angleterre. Le doigt éventuellement a été perdu. Et puis l'automne dernier, lorsque des préposés travaillaient dans une réserve de musée, on a retrouvé le fameux doigt perdu depuis 50 ans. Une analyse ADN, malheureusement, a démontré que ce doigt n'était pas celui d'un hominidé inconnu, mais celui simplement d'une main humaine fossilisée. Donc, les lamas tibétains gardaient comme ça depuis à peu près 300 ans. Des gens m'ont écrit en disant que le ton un peu badinant avec lequel on avait abordé la question rendait un peu ridicule tout le dossier du Yéti. Et si c'est l'impression que j'ai donnée, ben, malheureusement, c'était pas ça que je voulais dire. En fait, on a tenu un peu un suspense comme ça, parce que l'énigme durait depuis 50 ans, mais c'est vrai que le doigt, cette histoire d'ADN sur le doigt du Yéti ne doit pas nous faire perdre de vue le dossier très complexe de cette supposée créature mystérieuse qui entrait les cimes enneigées du Népal, parce que, bon, dans un premier temps, il faut se rappeler que les gens dans cette région du monde, que ce soit le Tibet ou le Népal, ces gens-là parlent de la créature, de ce Yéti, une créature fabuleuse, mi-homme, mi-animal, qui vivrait comme ça dans les vallées entre ces montagnes. Très poilu. Donc, oui, très poilu. Donc, il serait couverte d'une fourrure, ta créature serait couverte d'une fourrure sombre, sauf au visage, les mains et sous les pieds.
Donc, ces gens-là en parlent d'une créature bien réelle, comme nous, par exemple, créature réelle, mais très rare, difficilement observable, comme nous, par exemple, au Québec, on va parler, par exemple, du cougar ou du carcajou, par exemple. Ce sont des animaux qu'on sait qui existaient ou qui existent toujours, mais qui sont très difficilement observables. Donc, ces gens-là en parlent comme d'une créature bien réelle. C'est vrai que le dossier du Yéti, pour nous, les Occidentaux, apparaît dans les années 50 et avec des évidences qui sont difficilement... C'est difficile de les mettre de côté. D'abord, dans un premier temps, il y a eu toute une série d'observations d'empreintes mystérieuses dans la neige sur des glaciers, et ça à partir déjà des années 30, lorsque les alpinistes occidentaux se sont retrouvés dans cette région pour se mesurer au haut sommet de l'Himalaya. Ils ont été confrontés à ces empreintes. Et puis en 1951, lors de l'une de ces expéditions qui devait paver la voie à l'Everest, l'un des alpinistes, Eric Shipton, sur un glacier, le glacier du Melangsu, en 1951, va photographier à 6000 mètres d'altitude toute une série d'empreintes tout à fait mystérieuses qui semblent avoir été laissées par une créature hominidée. Pour les gens qui veulent voir, je t'ai apporté l'une de ces photos. Pour les gens qui voudraient voir ces photographies, simplement taper dans leur outil de recherche sur Internet le nom de Eric Shipton, 1951, Yéti. Vous allez voir ces photos qui sont tout à fait extraordinaires. Shipton racontait que lorsqu'ils ont vu ces empreintes, elles parcouraient une distance d'à peu près 2 kilomètres, s'arrêtaient sur le bord d'une faille, reprenaient de l'autre côté. Shipton les a suivis pendant un moment, mais évidemment, il n'a pas pu se détourner de leur objectif premier, qui était de vérifier quelle voie emprunter pour aller vers l'Everest. Les photographies de Shipton ont fait la une des journaux britanniques en décembre, en fait, le London Illustrated News, dès décembre 1951, et à partir de là, le monde occidental découvrait cette histoire de Yéti. Tu sais que la photographie que tu tiens entre les mains, certains sceptiques ont prétendu que ça pouvait avoir été laissé par des oiseaux qui, une fois la neige avait fondu, avaient déformé l'empreinte. D'abord, dans un premier temps, si ce sont des oiseaux qui ont fait ces empreintes, moi je suis le pape. Et deuxièmement, à 6000 mètres d'altitude, il n'y a pas d'oiseaux. Donc, ce sont des empreintes pour lesquelles on n'a pas d'explication et qui, bien sûr, tiennent en vie ce dossier. C'est un drôle de pied, il faut t'admettre. C'est un drôle de pied. C'est un pied qui, définitivement, est celui d'un primate. Il y a un problème d'oignon aussi. C'est un pied assez particulier, mais on reconnaît là les caractéristiques d'un primate. Donc, tout ça pour dire que, oui, le dossier du Yéti est un dossier intéressant et cette histoire de doigt analysée là, il y a quelques semaines ne doit pas nous faire perdre de vue cette affaire-là. Il peut pas avoir un Yéti. Là. Non, il y en a plusieurs, c'est des familles de Yétis. Okay. Tu sais, cette histoire de doigt me rappelle un incident qui s'était produit dans les années 90 avec la photographie du chirurgien concernant le monstre du Loch Ness. Cette photographie, je pense que tous nos auditeurs l'ont vue. C'est une photographie noir et blanc qui montre une sorte de cou de dinosaure qui sort des eaux du Loch Ness. Cette photographie, dite photographie du chirurgien, parce qu'on nous dit que la personne qui avait pris la photo en 1934 était un médecin, en fait un gynécologue de Londres, le docteur Wilson. En réalité, au début des années 90, quelques mois avant sa mort, un certain Christian Sperling a avoué que la photographie était une fraude. En 1934, lui, un groupe d'amis s'était retrouvé sur les bords du Loch. Ils avaient utilisé un petit sous-marin jouet sur lequel ils avaient monté un coup de monstre. Ils ont envoyé le jouet dans le Loch Ness, ont pris quelques photographies, ont utilisé un de leurs amis, le docteur Wilson, qui est allé porter le film à développer, parce que on voulait jouer sur la crédibilité du docteur. Un docteur ne se serait jamais permis une blague comme ça. Et puis, lorsque la photographie a été développée, éventuellement, elle a fait la une des journaux britanniques. Et cette photographie est devenue la photographie la plus célèbre du monstre du Loch Ness. Donc, elle est fausse. Elle est fausse. Donc, en 1990, lorsque Sperling a avoué la fraude, je me rappelle, plusieurs journaux, des publications sceptiques, par exemple, ont dit « c'est la fin du monstre du Loch Ness ». C'est un peu court. Si la photographie du chirurgien faisait partie de l'énigme du monstre du Loch Ness, elle n'était pas à elle seule le monstre du Loch Ness. Donc, l'histoire du... Non, mais c'est le seul témoignage. Non, ce n'est pas le seul témoignage. Chaque année, il y a de nombreuses personnes qui rapportent avoir vu le monstre du Loch Ness. Il existe des films, il existe d'autres photographies. C'est des campings, tu sais, campings où ils filment des pétards. On pourrait longuement parler, on pourrait faire une émission complète, si tu le veux, sur le monstre du Loch Ness. Faisons cela, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Mais tout ça pour dire que même si on le fait un peu sur un ton un peu badinant, je ne minimise pas, bien sûr, ce dossier du monstre du Loch Ness, pas plus que le dossier du Yéti, tout ça. Ce sont des dossiers qui sont excessivement intéressants, mais évidemment, on peut traiter certaines nouvelles avec un peu d'humour. Mais ça, oui. Et ça, et
tu sais que moi, je crois en rien, donc ça part mal. Ouais, je sais. T'es pas devant un public acquis, là. Ce genre de ces photographies-là n'ont jamais été expliquées, hein, tu comprends? Certains ont dit, oui, mais c'est vrai que Shipton était un type qui aimait faire des plaisanteries. Mais Shipton, à plusieurs reprises, a été questionné sur ces photos, il a toujours confirmé. Mais est-ce qu'on voit, parce que tu dis qu'il y en a sur quoi? 2 kilomètres. Oui, est-ce qu'on voit toutes les traces? Parce que ça, on peut le faire à la main. Oui, non. On a des photographies, là, j'ai pris une photo d'un gros plan où on voit le piolet de Shipton aux côtés de l'empreinte. La photographie qui avait fait la une du London Illustrated News en 1951 est à peu près la même empreinte, mais on voit la botte de Shipton au côté. Donc, il avait mis son pied au côté pour montrer les dimensions. Et il y a d'autres photographies, de façon plus générale, où on voit la traînée, la lignée, en fait, de ces empreintes qui parcourent, là, sur la photographie, on les voit au moins s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas une arnaque comme les signes dans les champs? Bon, les champs évidemment, l'idée de la fraude est toujours possible, Benoît, mais il faut toujours faut retenir la difficulté. Hein. Ici, on parle d'empreintes qui ont été trouvées de façon fortuite dans la neige, sur un glacier, le Melongtsu, à 6000 mètres d'altitude, par une cordée d'alpinistes qui essaient de trouver la meilleure voie pour atteindre le sommet de l'Everest. Donc, difficile d'imaginer un plaisantin qui dit, tiens, je vais devancer la cordée des alpinistes britanniques, aller faire quelques empreintes sur un glacier sans être certain qu'elles seront vues. Je comprends. Et bon, donc on a un degré de difficulté excessivement complexe qui rend la fraude à peu près impossible. Okay. Mais bon. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. Écoute, je pense la capsule métro, on a assez de réactions à tout ça. Je pense qu'on va en faire d'autres. On va en faire une avec ton histoire aussi. Oui, c'est vraiment... OK. Conspiration, un tri judicieux, c'est ce qu'il veut dire? Oui, voilà. Donc, en décembre, j'ai présenté quelques ouvrages évoquant des ouvrages consacrés aux conspirations. Et puis, des auditeurs m'ont écrit, ont dit, oui, mais Monsieur Page, comme tu le sais, je suis pas très fervent des conspirations, en tout cas, j'avale pas n'importe quelle couleuvre. Et les gens m'ont dit, mais écoutez, c'est quoi vos critères pour dire un ouvrage est bon, l'autre ouvrage est pas bon? Est-ce que c'est quand c'est pas conspirationniste, c'est bon, et quand c'est conspirationniste, c'est pas bon? Hein? Alors, en fait, c'est pas ça mes critères. Je suis plus magnanime que cela. Ah, d'accord. Donc, évidemment, quand je dis je ne suis pas conspirationniste, Benoît, si tu me demandais est-ce que je crois aux conspirations, je te répondrais oui, sans aucun doute. Est-ce que je crois, par exemple, que des fonctionnaires à Ottawa, par exemple, ont pu conspirer pour nous envoyer à la veille d'un référendum quelques gorlots avec des tucs rouges et des mitaines rouges qui ont dépassé 200 millions des deniers publics? Je te dirais que j'y crois. D'accord. Donc, si tu me demandes si je crois, par exemple, que des fonctionnaires concoctent entre eux pour s'en mettre plein les poches et donner moins de services, j'y crois aussi. Ah bon? Donc, tu vois, les conspirations, elles existent. Et on a également des éléments ou des dossiers qui ont été bien documentés. Hein. Le Watergate, par exemple. L'inoculation. Le 11 septembre? On en reviendra. On a l'inoculation, par exemple, de la syphilis sur des populations noires dans les années 60. Sujet délicat, hein, donc, le 11 septembre? Et, oui, pour moi, oui. Oui, hein? Mais par contre, le fait de croire à ces idées de conspiration ne me force pas à croire à toutes les conspirations. Hein. Ouais. Donc, si tu me demandes est-ce qu'il y a eu conspiration le 11 septembre 2001, je te répondrai oui, sans aucun doute, mais je crois que la conspiration venait d'Oussama Ben Laden et non pas des Américains. Donc, c'est une question de positionnement par rapport à la conspiration. Lorsque je prends un ouvrage où on traite de ces sujets-là, et les conseils que je vais donner aujourd'hui, ils sont vrais pour des ouvrages sur la conspiration, mais des ouvrages aussi pour tout autre type de sujet un peu controversé. Donc, moi, ma première démarche, c'est de prendre un ouvrage et d'abord de regarder, est-ce que cet ouvrage-là, il est référencé, parce qu'on peut dire n'importe quoi si on n'a pas de référence. Et est-ce que les références qu'on nous propose sont des bonnes références? Je te donne un exemple. Lorsque l'on parle de conspiration, les amateurs aiment beaucoup, il y a un petit livre qu'on peut se procurer en librairie qui s'appelle le livre jaune numéro 6. C'est un ouvrage qui reprend l'ensemble de toute une série de conspirations et qui focalise en particulier sur le complot juif. Donc, les Juifs, les méchants Juifs, à travers le monde entier, auraient ourdi un complot pour dominer le monde. Tu dis méchants Juifs, fais attention, l'avenir va t'envoyer des avocats. Non, on va en venir à ça. C'est ironique. Oui, c'est ironique, on met ça entre guillemets. Et
cet ouvrage-là, l'ouvrage jaune numéro 6, qui reprend cette idée du complot juif, cite sa référence, et sa référence, c'est le protocole des sages de Sion, les protocoles des sages de Sion. Donc, on pourrait dire que cet ouvrage-là, il est référencé. Oui, mais que vaut la référence? Ben oui. Hein? Les protocoles des sages de Sion est un petit document qui a longtemps circulé sous le manteau et qui racontait cette histoire de complot juif. On sait aujourd'hui que c'est un faux qui a été écrit par l'Okhrana, qui était les services secret du tsar Nicolas II, et cet ouvrage-là n'avait que pour objectif de légitimer les politiques antisémites du régime du tsar, et évidemment l'instauration des pogroms et bien sûr des goulags. Hitler a beaucoup utilisé, en tout cas le régime nazi a beaucoup utilisé ces protocoles des sages de Sion pour présenter une image, là, tu vois, un peu conspirationniste de ces méchants juifs qui voulaient s'emparer du monde. Donc, il faut faire attention. Un ouvrage peut être référencé, mais que vaut également la référence? Donc, il faut toujours vérifier ça. Est-ce que cette référence, elle est valable? Donc, c'est mon premier critère. Deuxième critère, c'est bien sûr de dire, est-ce que l'ouvrage, quelle que soit la position de l'auteur, est-ce que cet auteur-là donne de l'espace aux arguments qui sont contre ces théories? Et est-ce qu'il répond adéquatement aux contre-arguments? Encore là, je te donne un exemple. Dans un ouvrage sur les ovnis, par exemple, on nous citait un incident qui s'est produit au début des années 90 où des films pris depuis la navette spatiale américaine montraient des sortes de lumières dans l'espace. Hein. Ces lumières avaient été filmées par les caméras installées sur la navette spatiale. Et ces lumières montraient une sorte de balai aérien dans l'atmosphère, au-dessus de l'atmosphère terrestre. Et l'auteur de cet ouvrage nous dit à un moment donné, ces lumières, selon la version de la NASA, ne seraient que des cristaux de glace. Mais pour qui nous prend-on? Bon, ici, bien sûr, l'auteur donne de l'espace à l'argument contre, mais est-ce qu'il répond adéquatement à l'argument? Pas du tout. C'est pas un argument, ça veut dire pour qui nous prend-on. Il aurait fallu qu'il explique comment des cristaux de glace auraient pu se former et pourquoi les images ne montraient pas, en fait, des cristaux de glace. Et cet argument-là n'a pas été présenté. Dans un autre cadre, par exemple, je pense à des ouvrages, on retrouve cet argument-là souvent dans les ouvrages sceptiques, c'est de démontrer l'absurdité de la chose, hein, de dire, par exemple, les extraterrestres sont des imbéciles parce que s'ils nous visitaient, au lieu de visiter la ferme de Joe Blow et d'aller se poser là, devant un étable au Kansas, pourquoi ne se pose-t-il pas à la Maison-Blanche? Si le questionnement est légitime, je pense que c'est très hasardeux de vouloir jouer le psychologue ou le psychiatre des extraterrestres. Pourquoi les extraterrestres ont-ils choisi la ferme de Joe Blow plutôt que la Maison-Blanche? Et pourquoi toujours choisir les États-Unis? Ouais, difficile à dire, mais ce n'est pas un argument. Soit l'absurdité, la négation ou le ridicule comme ça, ce n'est pas un argument. Il faut que l'auteur arrive et présente des arguments convaincants, que ce soit pour ou que ce soit contre. Donc, ce sont tous ces éléments-là que moi je tiens compte lorsque je choisis un livre qui nous parle de conspiration ou qui nous parle de phénomènes mystérieux, ovnis ou autres. Tu sais, Benoît, c'est vrai qu'on est souvent, et je le sais parce que toi-même tu le dis, je suis sceptique, c'est vrai qu'on est souvent imperméable aux arguments qui vont contre nos croyances. Tu sais, il y a une expression qui dit « Pour un croyant, aucune preuve n'est nécessaire et pour un sceptique, aucune preuve n'est suffisante. » Mais au moins, donnons-nous la chance d'avoir accès au maximum d'informations. Mais il n'y a pas de preuves. Et regardons les... Mais t'as pas de preuves. Et regardons les éléments qu'on nous propose. Ben, est-ce qu'il existe des preuves? Il existe des preuves dans tout. Non, pas les extraterrestres. Ouais, il existe. Là, il est l'argument. C'est-à-dire que moi, ce qui me concerne, les extraterrestres, je les mets un peu en veilleuse. C'est-à-dire que pour moi, la question est d'abord, est-ce que le phénomène des ovnis, il est réel? Et est-ce que ce phénomène traduit une réalité exotique? Hein? Est-ce que les ovnis sont simplement des avions, des hélicoptères, des météorites? Ou est-ce qu'il y a réellement une réalité exotique derrière les ovnis? Et s'il y a une réalité exotique, penchons-nous sur cette réalité exotique et essayons de la cerner. À la première question, est-ce qu'il y a une réalité exotique derrière les ovnis? Je te répondrai que oui. Ah oui? Oui. Maintenant, qu'est-ce que sont les ovnis? Alors là, évidemment, je te dirais que le tableau, il est très vaste. Certains parlent d'une forme d'énergie encore méconnue ou inconnue de la science, donc une sorte de phénomène naturel, mais qu'on n'a pas encore réussi à bien comprendre les mécanismes. On parle donc d'un phénomène exotique. Et à l'autre extrémité, tu as bien sûr la visite des extraterrestres. Bon, la visite des extraterrestres, moi-même, j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté. Mais bon, la réalité, le phénomène ovni est un phénomène réel. La démonstration d'un aspect exotique du phénomène semble être bien établie. Maintenant, essayons de se pencher, de se dire
qu'est-ce que c'est que sont ces mystérieux ovnis. Bon. OK. Donc, ça, ce sont tes critères. Mes critères pour choisir un livre ou pour recommander un livre. Très bien. On a le temps pour parler justement des ovnis et de YouTube. Oui, donc, je pense que chaque semaine, des auditeurs m'invitent à visiter YouTube pour me dire, voici, il y a tel ou tel film qui circule. Shipton, S-H-I-P-T-O-N. Oui, J'ai un exact. auditeur qui me demande comment l'appeler. S-H-I-P-T-O-N, voilà. Et donc, les gens, chaque semaine, des auditeurs m'écrivent, me disent, vous devriez aller voir ce film sur YouTube, c'est intéressant, etc. Je ne peux pas me prononcer sur ces films en dehors de l'aspect esthétique. Est-ce que le film est beau ou pas beau? Parce que lorsque l'on fait une enquête, et tu sais que j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle L'enquêteur du paranormal. Oui, il y en a un deuxième qui s'en vient aussi. Oui, effectivement. Et lorsque l'on s'intéresse à ces sujets-là, la première chose que l'on doit se poser comme question, c'est est-ce que j'ai accès à toutes les données du problème? Et sur les films sur YouTube, généralement, on ne sait pas où ça a été pris, on ne sait pas comment le film a été tourné, on ne connaît pas l'auteur du film, on n'a pas accès aux images originales, et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'était moins vrai, je te dirais, il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, la facilité de truquer des images de cette façon-là, de manière numérique, est tout à fait à la portée de n'importe qui. Donc, un film, au-delà de l'aspect, disons, esthétique, c'est beau, c'est pas beau, je pense que toute spéculation est un exercice tout à fait gratuit de dire, je pense ceci ou je pense là. Je pense que ça nous mène nulle part. Mais surtout, il faut rester sceptique. Ah oui, absolument. Parce que sur YouTube, on peut mettre absolument n'importe quoi. On trouve de n'importe quoi. Le meilleur côtoie souvent le pire, malheureusement. Bon, très bien. Mais merci, Christian Page. Et midi moins 5, quand on vous le rappelle, à l'heure de l'apocalypse. Minuit moins 5. Minuit moins 5. Attends, quand ça va être midi, ça va aller mal. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Il n'y a pas l'autre qui suit après ceci.